entre la masterclass précédente et celle qui va suivre, on vous laisse accorder un petit temps de réflexion, un petit temps pour s'interroger sur ce thème qui est cultiver l'avenir. Parce qu'entre épisodes de sécheresse intense et pluies diluviennes, les conséquences des changements climatiques en Hauts-de-France est plus que jamais d'actualité, avec les paysans en première ligne, évidemment. Un contexte d'urgence qui pousse d'ailleurs naturellement aux remises en question et à une volonté d'agir pour ne plus subir. Et cet échange va donner la parole à deux experts en la matière, deux praticiens de la terre, si j'ose dire, deux disciples de Gaïa, même, j'oserais. Cette table ronde, c'est donc une invitation à se projeter dans l'avenir de l'agriculture de la région, où le tournesol, la lentille ou même la vigne pourraient bien un jour côtoyer, qui sait, la pomme de terre ou le chicon. Les sols lessivés par l'agriculture intensive expliquent une bonne partie des inondations récentes. Bref, on va mener une discussion écologique en clé de sol, parce que c'est vraiment des sols qu'on va parler. Et pour ça, nous avons deux invités sur le canapé. Antoine Van Holbeck. Bonjour Antoine, vigneron. Bonjour. Vignoble du Haut-Escaut, donc un vignoble du Nord-Pas-de-Calais. C'est ça. Ça existe, il y a du vin dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors c'est en train de se développer. Ouais. Donc mes vignes sont implantées dans le Cambrésis, ouais. Dans la vallée du Haut-Escaut, entre Cambrai et Saint-Quentin. Ouais. Donc à 1h40 d'ici. Les vignes sont implantées depuis 2021 et les premiers vins sont en élaboration, les premières cuvées, pour une sortie des premières bouteilles probablement cet été et un élevage un peu plus long sur d'autres cuvées, mais super. Le vin arrive dans les Hauts-de-France. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous installer dans les Hauts-de-France ? Alors, le choix n'a pas été compliqué, puisque à la base, je viens d'une famille d'agriculteurs. Mon père est agriculteur. Donc dans les Hauts-de-France ? Dans les Hauts-de-France, donc à Banteux, Bantouzel, ouais. Donc un village dans le Cambrésis. On a une exploitation dans ce secteur-là et on avait une parcelle où on pouvait planter de la vigne puisqu'on avait les conditions optimales pour cette nouvelle culture, en tout cas dans le secteur. La parcelle qu'on a choisie, elle est orientée plein sud donc pour maximiser l'ensoleillement et on a un sol argilo-calcaire, donc comme beaucoup de vignobles en France qui donnent des vins exceptionnels. Comme beaucoup de très beaux vignobles. C'est ça. Il y a eu du vin historiquement dans cette région, dans ce coin ? Alors oui, il y a eu du vin. Ouais. Il y a deux villes assez connues dans le Nord et le Pas-de-Calais qui sont liées, Vin et Carvin. Et un œnologue avec qui je travaille m'a déjà raconté l'histoire. Donc par exemple, Carvin, c'est là où passait le vin avant. Et il y a un village à côté de chez moi qui s'appelle les Rues des Vignes, là où se trouve l'abbaye de Vaucelles, si certains connaissent. Et donc les rues des vignes, bon, il y avait bien de la vigne avant, et là je cherche à retrouver les cépages qui étaient cultivés avant. C'est la question que j'allais vous poser, vous avez des documents, on sait un peu ce qui poussait, ce qu'on vinifiait dans ce... Alors c'est compliqué à trouver, ouais. Mais j'aimerais bien vraiment retrouver une typicité de ce qui se faisait avant. Donc là j'ai des recherches qui sont en cours sur ces cépages qui étaient plantés avant dans le Nord. Super. Notre deuxième invité, c'est Rémi Lodigeois, il est agriculteur, président de coopérative Bioserre. Bonjour Rémi. Bonjour. Parlez-nous peut-être de Bioserre en deux mots. Qu'est-ce que c'est, parce que vous êtes président de cette coopérative ? Oui, alors Bioserre, donc c'est une coopérative de producteurs de céréales 100% bio. Donc on est implanté sur 22 départements du nord de la France. Donc en fait c'est tout le nord de la Loire sans la Bretagne et l'Alsace-Lorraine. En gros c'est ça. Oui, donc c'est grand, c'est vaste. C'est vaste. La moitié, 55% de la production de la coopérative vient des Hauts-de-France quand même, donc il faut le noter. Premier pôle de production bio chez Bioserre de très loin, plus de la moitié quoi. C'est ça, sur les Hauts-de-France. Avec des partenariats avec notamment le CIVAM des Hauts-de-France. On a monté une filière blé ancien, donc ce qui nous permet de produire des blés anciens. Ce sont des blés, des variétés qui datent d'avant 1950, donc qui n'ont pas été modifiés génétiquement, qui ont des gluten qui sont beaucoup moins complexes et donc beaucoup plus digestes. Et donc beaucoup moins provocateur de maladies cœliaques, d'intolérance gluténique, de problèmes digestifs, etc. Beaucoup moins allergènes. Exactement, moins allergènes.
Bon, alors moi je pense que, bon, je l'ai posé en intro, évidemment tout le monde ici est au courant, certains l'ont même peut-être subi. Il y a eu dans la région des inondations terribles, suite à des pluies abondantes. Alors la question que j'ai envie de vous poser un peu spontanément, inévitablement, c'est à quoi sont-elles dues? Comment est-ce qu'on explique cela? Et quel rapport avec les sols, Rémi? Alors, on a des éléments d'explication. Après, il y a des événements météorologiques qui sont inédits et de grande ampleur. Donc, tout n'est pas expliqué par la façon dont sont travaillés les sols, mais quand même, si... je ne sais pas si vous pouvez mettre à l'écran. On va mettre l'image des 2 terres que vous nous avez envoyées. Donc, ce sont des photos de deux parcelles. Voilà, ici 2 parcelles de terre. Voilà, donc là, vous avez en fait la photo de gauche. C'est une parcelle qui est conduite en agriculture conventionnelle intensive, avec tous les engrais chimiques, les pesticides et le travail du sol très intensif. Et la parcelle de droite, donc c'est sur notre exploitation. Donc on a supprimé le labour depuis plus de 20 ans. On est en agriculture biologique depuis 2016 et on essaye de travailler le sol le moins possible. Donc je ne sais pas si les 2 photos vous parlent. Est-ce que c'est flagrant? Alors déjà peut-être, quelle est la différence majeure? Enfin je ne sais pas. Ah ben, il y en a une qui est complètement aérée, l'autre qui est ultra compacte, on dirait un bloc de ciment. Voilà. Alors, à gauche. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les 2 photos ils sont séparées de 20 mètres. Voilà. Ok, 20 mètres, c'est le même sol de base, c'est un limon sableux. Donc le limon sableux, ce sont des éléments qui ont très peu de cohésion d'origine. Ce qui fait que ce sol se tient, c'est la matière organique. Donc c'est un sol très friable. Voilà. Et ce sont les vers de terre, pour le dire vite, le vivant, la matière organique qui tient ensemble ce sol. Voilà. Okay. Alors les vers de terre sont très importants, mais les champignons le sont également. D'accord. Parce qu'en fait, il y a des centaines de kilomètres de filaments mycéliens par centimètre cube de terre. Ah oui. C'est terrible. Donc c'est ça qui tient les sols, qui leur maintient cette structure aérée, qui en fait une éponge. En fait, chaque goutte d'eau qui tombe sur un sol comme ça pénètre à l'endroit où elle tombe. Ah oui. Que dans le sol de gauche, en fait, après le semis de blé, le sol il est travaillé, il est aéré, mais il se recompacte très rapidement par l'effet des pluies, tout simplement. Et parce le tasser, il devient étanche. Et parce que ça manque de matière vivante. Ça manque de matière vivante et de matière organique. Ouais, qui a été tuée par les produits chimiques, pour le dire vite. C'est ça. Ouais. Et ce qui fait que le problème d'un sol comme ça, c'est qu'il a perdu toute sa fertilité naturelle. Donc les agriculteurs sont obligés de mettre de plus en plus d'engrais et de pesticides pour arriver à produire. Et ils produisent beaucoup plus que nous, en fait. Hein. Ah ouais. Mais au bout du compte... Mais en fait, c'est des sols bodybuildés, à base de stéroïdes, à base de produits chimiques. Et donc, si on arrête ça, il n'y a plus de... il n'en sort plus rien, tout simplement. Ouais. Et le problème majeur, c'est qu'ils deviennent étanches. Ils sont asphyxiés. Oui. Là, ce n'est pas flagrant sur la photo, mais il y a des zones verdâtres. C'est caractéristique de l'asphyxie des sols. Ça sent mauvais. Et donc, l'eau ruisselle et ne recharge pas les nappes phréatiques, ce qui fait que même dans des conditions de pluviométrie qui sont très excédentaires comme cette année, les nappes phréatiques qui étaient à un niveau très bas en fin d'été dernier ont du mal à se recharger. C'est donc l'une des explications du fait que le sol n'ait pas réussi à absorber ces grandes quantités d'eau de pluie qui ont provoqué les inondations. Et donc, parmi les adhérents de la coopérative, j'ai un collègue administrateur qui est agriculteur dans la région de Saint-Omer. Ouais. Il m'expliquait que lui aussi, il a replanté des haies, etc. Sur ces parcelles, l'eau est pénétrée à 100%. Quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Alors moi, j'ai une question un peu d'optimisme à vous poser. Est-ce qu'on peut passer du sol de gauche au sol de droite et en combien de temps? C'est possible de réformer un sol? C'est possible, bien sûr. La nature revient relativement vite. Elle reprend par quand contre, même il faut lui donner les moyens. Ah ouais. Combien de temps ça prend pour réoxygéner un Je dirais sol? une dizaine d'années.
Alors c'est 10 ans de temps où c'est compliqué sur l'exploitation, parce que la phase de transition, économiquement, elle est très difficile. Bien sûr. Parce que l'idéal, c'est quoi? C'est de la laisser en jachère, de ne pas y toucher? Non, non, non. La clé, c'est d'avoir un système racinaire actif le plus longtemps possible sur l'année. Et ça, on peut le stimuler d'une manière ou d'une autre? Antoine, vous voulez réagir? Moi, je pense qu'il y a une systémie à essayer de voir entre les cultures pour justement que quand on maximise le temps enherbé d'un sol sur une année, c'est de l'eau qui ruisselle pas, c'est un sol qui travaille, c'est des micro-organismes qui se développent, et donc forcément ça améliore le sol. Après, ça dépend ce qu'on y fait, comment on le mécanise, est-ce que déjà, est-ce qu'on met des produits phytosanitaires ou pas? Est-ce qu'on mécanise, et du coup, est-ce qu'on tasse en passant avec des tracteurs? Est-ce qu'on retourne le sol? Ou est-ce qu'on le bride pas, travaille en en surface? On le laisse libre aussi, le sol. C'est ça. On respecte. Il y a plusieurs manières de faire. Vous, ça vous parle pour la vigne? C'est-à-dire ce rapport au sol, ces questions-là, vous avez été confrontés, vous? Alors bien sûr, il y a beaucoup de façons de faire de la viticulture en France. Et créer un nouveau vignoble dans une nouvelle région, déjà c'est créer un nouveau produit, un nouveau vin, mais comment on le fait? Qu'est-ce qu'on va proposer? Mais c'est surtout comment on le fait. Moi je suis parti du principe qu'il faut au minimum apporter de produits phytosanitaires dans la parcelle. Donc en gros, je conduis ma parcelle avec des produits d'agriculture biologique au maximum de l'année, et je suis certifié haute valeur environnementale. Et donc pour ça, j'enherbe. En fin de compte, la plupart des vignobles français sont sol nu, travaillés, donc on met du Roundup, du glyphosate, et après on met un anti-germinatif, comme ça il n'y a rien qui pousse pendant l'année. Donc pas de concurrence à la vigne. Moi j'ai pas choisi de faire ça, moi j'ai enherbé mon sol, donc j'ai un écosystème qui est en train de se développer. J'ai plusieurs cultures, j'ai des insectes. Parce que vous partiez d'un sol un peu lessivé au départ quand même? Alors non, parce que sur l'exploitation, on n'aime pas le labour. On a toujours une charrue parce qu'en année très difficile, on s'autorise le droit de labourer. Mais la charrue est rangée la plupart du temps et on préfère travailler légèrement notre sol. Donc on avait déjà un sol avec beaucoup de matière organique pas tassé comme certains sols qu'on peut trouver dans la région. Et donc le sol, on a planté nos vignes, donc on a dû le travailler pour que les racines puissent descendre facilement. Donc on l'a travaillé une fois, assez profondément, mais après on n'y a plus touché, on a planté nos vignes. Pendant 2 ans, on n'a pas semé de couvert parce qu'on a voulu épuiser un peu le stock de graines d'adventices, donc de mauvaises herbes. Et donc j'ai travaillé très légèrement le sol quand en fait les mauvaises herbes germaient. Donc ça, je l'ai fait pendant 1 an et demi, 2 ans. Et à la fin, j'ai enherbé donc avec 3 espèces, du régras, de la fétuque et du trèfle. Ouais. Et depuis, il y a d'autres espèces qui se développent. Et donc les racines elles travaillent, aèrent mon sol et il n'y a pas de coulée de boue. Par contre, il se pose une question, c'est que comment on entretient cette herbe dans de la vigne, sachant que les rangs sont séparés de 2 mètres. Donc moi j'ai enherbé l'entre-rang et sous la vigne je travaille très légèrement mon sol à 1 ou 2 cm en sarclant comme on peut faire dans un jardin avec une binette, mais du coup j'utilise pas de désherbant chimique pour désherber ma parcelle. Alors on voyait la question des sols aérés ou pas aérés, et il y a évidemment des enjeux de rendement, j'imagine. Antoine, qu'est-ce que ça engage pour la question alimentaire aussi d'avoir des sols bien aérés? C'est-à-dire, on produit mieux, on produit meilleur, j'imagine? Oui, en fait, à partir du moment où on a des sols qui hébergent une biodiversité plus large, on produit des aliments de meilleure qualité nutritive. C'est prouvé scientifiquement. Ouais, vous parlez du blé notamment, par exemple. Notamment du blé, mais de tous les végétaux qu'on peut y faire pousser. Ouais. Et sur la vigne, ça se répercute sur le vin. Il y a réellement un impact terroir qui est un peu plus intéressant dans un vin
où la vigne est cultivée de manière raisonnée, voire biologique ou biodynamique. Ça se ressent vraiment dans le vin, et ça dépend des philosophies du vigneron. Mais si on apporte à la vigne tout ce qu'elle a besoin, sur ses feuilles et en surface, elle ne descend pas avec ses racines chercher le petit élément du terroir qui va faire qu'un vin va être un peu plus spécifique. Et donc on le ressent. Forcément, on imagine que sur un sol qui a plus de caractère, le vin en aura plus d'avantages aussi. C'est ça s'exprime par des arômes, par une longueur en bouche, par des choses qu'on ne trouve pas. Mais après, ça dépend comment on travaille le vin ensuite. Parce que si on gomme tout, en faisant un vin de manière industrielle, en mettant des sulfites avec des quantités énormes, eh ben on efface on tue tout ce qu'on a essayé mis de développer. Dans le terroir. Quel genre de cépage vous plantez, vous, alors, dans le Nord? Alors, moi, j'ai planté du chardonnay sur 1,5 hectare. Donc, le grand cépage des grands blancs de France, on pourrait dire? C'est ça, c'est un grand cépage de je la crois que c'est le premier cépage blanc mondial. Ouais. Donc et là, ça prend bien? Comment? Ça prend bien, le chardonnay s'y plaît dans le Nord? Alors, la vigne s'y plaît. On a vraiment remarqué depuis qu'on a planté nos plants qu'elle se développe très bien. Alors, on l'a planté en 2021, ça a été une année humide, donc il n'y a pas eu de problème pour le développement racinaire la première année. On voit vraiment qu'il y a une belle vigueur, qu'il n'y a pas trop de traces de faiblesse sur les feuilles ou sur le végétal en général. Après, je pense que ce n'est pas le seul cépage qui est destiné à être planté ici. Là, j'ai 1,5 hectare de chardonnay. Je replante encore 1 hectare de chardonnay cette année, mais après, je m'en vais vers d'autres cépages. Lesquels, par exemple? Du gamay? Alors, le gamay, c'est un peu tôt pour en planter dans le nord, je pense. Parce qu'il fait trop froid? Je pense pas que c'est la température, c'est plus l'ensoleillement, la durée d'ensoleillement. Les températures jouent aussi. Mais non, il y a des cépages qui sont intéressants aujourd'hui, qui sont assez peu connus. C'est des cépages qu'on appelle résistants, hybrides. Le mot hybride peut faire peur, mais tout simplement, c'est un cépage français qui a été croisé naturellement avec un cépage, par exemple, allemand ou américain. Et donc, il résiste au mildiou et à l'oïdium, donc qui sont les deux principales maladies qu'on retrouve dans les vignes. Et donc, si on a une vigne qui résiste à ces maladies, derrière, on n'est plus obligé de traiter. Bien sûr. Et donc, on aurait un cépage sans traitement, donc peut-être avec une production similaire tout de même, et donc exprimer le terroir encore mieux, parce que là, on mettrait vraiment 0 produit dans la vigne. Rémi, alors on parlait des sols, peut-être on peut élargir aussi à la question de ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Peut-être est-ce qu'il faut dire réchauffement ou dérèglement climatique? Alors aujourd'hui, ça fait bientôt 2 ans qu'on enregistre des records tous les mois. Donc plus personne ne peut nier le réchauffement. Je crois que c'est clair. Mais à notre niveau, c'est plus le dérèglement qui pose problème. Parce qu'en gros, une année sur 2, on a une année sèche et l'année d'après, c'est une année humide. Donc nous, pour organiser un peu de résilience sur nos exploitations, la meilleure réponse à ça, c'est la diversification des assolements. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir... avant, on avait 3 cultures sur l'exploitation. Avant de la passer en bio, aujourd'hui, on en a une dizaine. De quoi, par exemple? Qu'est-ce qui peut pousser sur un même... Alors, par exemple, pour parler des céréales à paille, on a du blé, du seigle et de l'avoine. Ouais. Ensuite, les légumineuses, on a des pois et des lentilles. Ensuite, pour changer de famille, on a du sarrasin, du lin également. On a de la vesse, on a de la facélie. Bref, de quoi faire une belle potée, finalement. C'est ça. Si on prend un petit peu de tout, là, on est pas mal. Ouais. Il y a de quoi manger. Et donc cette diversité, c'est aussi une espèce de retour à une agriculture multiple, comme ça, diversifiée, qui revient à des pratiques un peu pré-industrielles. Il y a quelque chose de cet ordre-là, non? Oui, tout à fait. Et donc on a des cultures qui vont supporter la sécheresse, telles que les lentilles, d'autres qui vont mieux marcher en année humide.
tels que les pois par exemple. Et puis derrière ça, on a quand même les céréales telles que le blé qui sont quand même relativement résilientes et qui supportent mieux les excès d'un sens comme de l'autre, quoi. Est-ce que vous voyez qu'il y a des espèces végétales qui s'acclimatent de mieux en mieux ou qui carrément sont déjà acclimatées dans le Nord qui ne l'étaient pas traditionnellement? Par exemple, la lentille dans le Nord, elle est habituelle? La lentille, ça fait quelques années qu'on la développe, mais... C'est assez récent, au fond. Si on recule de 20 ans, voilà. Je pense qu'il n'y en avait pas du tout. Ouais. Et aujourd'hui, ça tombe bien, puisque la demande est là. La demande est importante, ouais. Voilà. Donc c'est bien la preuve que ces végétaux traditionnellement associés au sud ou au centre de la France, aujourd'hui trouvent leur place, et donc c'est un effet agricole et alimentaire du réchauffement climatique. C'est indéniable. Bien sûr. Ouais. Bon. Et par rapport au choix entre réchauffement ou dérèglement climatique, moi j'aime bien parler de dérèglement parce que quand on pense réchauffement, on se dit qu'il n'y a que les températures qui bougent. Et du coup, les gens se disent « Ah, mais qu'il a fait froid cet hiver, c'est des foutaises le réchauffement ». C'est ça. Mais non, en fait c'est un système. Et il n'y a pas que les températures, c'est surtout ça. Il n'y a pas que les températures, en Il y a plus. la pluviométrie, bien sûr. c'est remarqué, enfin il y a des études qui démontrent que la pluviométrie à l'année est plus ou moins la même, elle est juste répartie différemment. Donc l'été, on va être confronté à des moments de sécheresse de plus en plus importants, et on va avoir, typiquement, comme on l'a vu depuis l'automne 2023 jusqu'à maintenant, des hivers très humides. Ça va se développer de plus en plus dans les années à venir. Il y a notamment une étude de Serge Zaka qui le démontre. Donc il faut, pour moi, revoir les zones de production des cultures en France. Par exemple, on voit que dans le Bordelais, ils arrachent des vignes pour replanter des oliviers, parce que déjà, il y a l'aspect marketing, ils ont un peu plus de mal à vendre leur vin, mais c'est surtout qu'ils ont plus de mal à faire pousser leurs vignes pour faire des raisins avec des taux de sucre assez bas. Donc ils plantent des oliviers pour l'adapter au nouveau climat de Bordeaux. Nous, on doit aussi voir ça. C'est pour ça qu'on plante de la vigne, parce que la vigne, elle a des racines qui descendent, et du coup, elle va aller chercher l'eau en profondeur, et l'été, si on n'a plus d'eau en surface, la vigne, elle ira la chercher plus profond. Et donc les cultures qui développent des racines, pour moi, très superficielles, c'est pas ce qu'il faut développer dans les zones où on observe déjà maintenant qu'il y a moins d'eau en été. Alors si on fait, imaginons, faisons un peu d'agriculture fiction. Imaginons ce qui peut se passer dans le siècle à venir, au XXIe siècle. Alors par exemple, si on parle de vin, est-ce que le Nord, on peut imaginer que ça va devenir la future Bourgogne si les températures continuent à monter, ou la Loire peut-être? Alors, est-ce qu'on peut imaginer que les terroirs du Nord aient des déterminations climatiques similaires à celles de la Loire aujourd'hui, de certains endroits de Loire? Alors, la Bourgogne, je dirais pas encore pour l'instant, parce qu'on s'attaque à un gros terroir viticole, avec des vins qui sont spécifiques de là-bas. Par contre, ce qu'on observe déjà sur les vins que je suis en train d'élaborer, c'est qu'on a une acidité, une fraîcheur qui est présente. Donc on s'orienterait plus vers un vin qui ressemblerait à un vin de Loire. Mais c'est pas le but de faire la même chose. Parce que si on prend quelque chose qui est fait, par exemple en Champagne ou dans la Loire, et qu'on vient le faire ici, on ne crée pas un nouveau vignoble, on copie un vignoble. Et moi, mon but, c'est pas de copier, c'est vraiment de créer un nouveau vin. Et du coup, même dans mon apprentissage de la viticulture, je m'entoure de personnes, des Bordelais, des Champenois, des Belges aussi, parce qu'il y a du vin en Belgique. Et en fin de compte, on ne peut pas prendre ce qu'ils font à 100% et dire c'est simple, je fais ce qu'ils font chez eux, je le fais chez moi. Donc je prends un peu de ce qui est fait en Belgique, parce que c'est ce qui m'intéresse, un peu de ce qui est fait à Bordeaux. Et le but, c'est vraiment de faire un nouveau type de vin. Mais je pense vraiment que le Nord et un peu plus globalement la région Hauts-de-France, dans les 10, 20, 40 années à venir, on va voir de la vigne s'implanter un peu partout. Ça va grandir. Oui. Sans doute. Quand est-ce qu'on peut goûter votre vin? Alors normalement... C'est la dame qui demande ça au premier rang là. Elle n'a rien écouté, elle veut juste savoir quand est-ce qu'on peut goûter votre vin. J'ai pas ramené d'échantillon, désolé. Ah d'accord, on sait pourquoi ils viennent à Omnivore.
Normalement, on pourra goûter les premières bouteilles le 15 juin. Ok, donc reste bientôt. C'est bientôt. Ah super, et ça va s'appeler comment alors ce vin? Alors c'est le Les vignoble cuvées du Haut-Escaut, donc la marque Haut-Escaut. D'accord. Par contre, le nom des cuvées, c'est encore en réflexion. Et vous avez déjà une idée de l'étiquette? Alors l'étiquette, c'est en train d'être dessiné, en partenariat avec une dessinatrice lilloise. Les bouteilles sont choisies, les bouchons aussi. C'est ça qui est aussi intéressant dans ce projet-là, c'est qu'il y a tout à créer de A à Z. Bien sûr. Le choix du cépage, le choix de la parcelle, le choix de la bouteille, de l'étiquette, du bouchon, il y a tout à choisir. Vous partez de zéro, quoi. Voilà, vous créez un domaine. Exactement. Et donc, une par contre, le seul bémol, c'est qu'on ne connaît pas encore ce que le terroir veut nous dire, veut nous expliquer. Donc pour l'instant, je dis le 15 juin. Mais peut-être que le 15 juin, il y aura très peu de bouteilles disponibles parce qu'il y aura vraiment un potentiel de vieillissement, d'élevage plus longtemps sur ces premiers vins en élaboration. Et je ne vais pas gâcher une partie du vin qui pourrait vieillir plus longtemps en voulant le mettre en vente trop tôt. J'écoute vraiment à la dégustation ce que les cuves, ce que le vin a envie de me dire. Vous savez, souvent on dit pour le Beaujolais nouveau, cette année il a un petit goût de banane. Une espèce de bêtise, peut-être qu'un jour on dira le vin du Nord a un petit goût de chicon cette année. Mais enfin, je vous le souhaite pas quand même. Qu'il soit léger alors, très léger. Hein. Non, j'espère pas avoir un goût de chicon trop prononcé. Oui, non, pas trop. Mais non, il aura cette typicité. Là, il y a déjà des arômes assez sympas qui se développent. Au début, depuis le début de la vinification, on est plus sur des arômes assez frais, de la pomme verte, de la poire. Là, on s'oriente de plus en plus vers des arômes qui ont des longueurs en bouche un peu plus intéressantes, qui se rapprochent un peu plus de la catégorie des agrumes. Bon, on se retrouve l'année prochaine pour le goûter alors. Eh ben exactement. Vous revenez pour nous le faire goûter. Oui. La dame a déjà réservé sa place pour l'année prochaine. Et je vous invite à aller voir sur mes réseaux sociaux quand il y aura la date de sortie des bouteilles. Vous pourrez ainsi en commander. Haut-Escaut donc. Vignoble du Haut-Escaut. Vignoble de Haut-Escaut. Monsieur, ça. vous avez une question? Blanc ou Alors rouge? là, pour l'instant, ce que j'ai planté, c'est du chardonnay. Donc c'est un raisin blanc. C'est un raisin blanc. Donc on peut faire que du vin blanc. Par contre, là, les 3 prochaines années, je replante encore 3 hectares de vignes, dont une partie de raisin rouge que je pourrais vinifier selon les millésimes, soit en vin blanc, soit en vin rouge. Ça dépendra de l'ensoleillement, de la fraîcheur des étés, etc. Rémi, est-ce que Biocer est prêt à accueillir des vignerons du Nord? Vous avez des vignerons dans votre collectif? Non, si on a des vignerons, mais on ne s'occupe pas de la partie vigne, forcément, on est une coopérative de céréales. Ah oui, seulement quoi. Voilà. Ouais. Mais si on a... Vous avez des camarades qui font J'en connais au moins un qui est dans l'Aisne, ouais. Et donc qui a planté récemment, qui a fait sa première vendange cette année. Ouais. Alors, donc, rappelons vous disiez tout à l'heure que le Nord a une vraie puissance agricole en France, c'est indéniable. Comment vous voyez son avenir? Ça va continuer à être le cas, sans doute. Ça va peut-être même se renforcer. Est-ce que ça va devenir un petit havre de tiédeur climatique, le Nord? Je ne sais pas. Oui, on ne sait pas, oui, non, bien sûr. C'est difficile à dire. Ce qu'on sait, c'est que il faut se rappeler du vieil adage qui dit qu'en agriculture, le mauvais temps, c'est le temps qui dure. Et c'est vrai qu'avec le changement climatique, c'est ce qu'on observe de plus en plus. On a besoin d'alternance de beau temps et de pluie pour la nature, et souvent on a des mois de temps sec et suivis de mois de pluie en fait. Là on l'a vu pendant l'hiver. Hein. Voilà. Et le problème c'est ça, le problème c'est l'absence de changement de cycle. C'est l'uniformité sur de longues périodes. Effectivement. Mais la nature est perturbée. Voir un cerisier en fleurs au 25 février dans le Nord. Moi j'ai acheté des fraises à Paris le 3 mars. Ça fait peur un peu, hein. Alors, oui, elles sont au magasin, voilà. C'était des fraises bio, hein. C'est pas des fraises industrielles. Oui, mais justement, c'est ça que je voulais dire. Aujourd'hui, on est capable de mettre en place une agriculture qui préserve un peu tout le monde, la planète, les poumons des enfants, etc., etc. Le problème qu'on a, c'est que le marché de la bio s'est tassé depuis 2 ans, parce que les médias répètent aux gens qu'ils n'ont plus les moyens d'acheter bio. Et les gens finissent par le croire. Et les gens finissent par le croire, alors que finalement, si on fait ses courses en magasin spécialisé et qu'on cuisine des produits simples, ça revient nettement moins cher que d'acheter des plats cuisinés conventionnels et bourrés de produits chimiques.
Et donc, moi, le message que j'aimerais faire passer, c'est que ce sont vous, consommateurs, qui avez le pouvoir. Et seulement vous. Ce n'est même pas les politiques qui sont soumis aux différents lobbies, etc. C'est vous, avec votre porte-monnaie, qui avez le pouvoir. Si demain, vous décidez que l'agriculture française doit être 100% biologique, vous en avez le pouvoir. À partir du moment où on achète un produit, on cautionne sa production. Les magasins bio faire, oui, c'est ce que disait Rémi. La consommation du bio est en train de se tasser, et parce que les médias disent que c'est trop cher. En fait, il y a quand même. Et en fait, concernant les magasins bio, en fait, on a eu des années folles jusqu'avant Covid, avec des croissances de la consommation bio à 2 chiffres. Ce qui fait qu'il y a eu des magasins qui ont été ouverts en anticipant la croissance des années suivantes. Et malheureusement, il y a eu un inversement de courbe, donc ceux-là pas de bol. N'ont pas tenu, quoi. Ouais. D'autres questions, peut-être? Et puis on voit beaucoup de fruits et de légumes qui viennent d'Espagne aussi. Beaucoup de fruits et légumes qui viennent de l'étranger, oui, bien sûr. Oui, alors il y a le problème aussi qu'on aime tous manger des oranges, par exemple. Voilà. Ah, moi, c'était des fraises françaises, par exemple, bio. Hein. Oui, les fraises françaises, vous avez la région de Plougastel, en Bretagne, ouais. Typiquement, où vous avez des dizaines, des centaines d'hectares de serres chauffées, donc qui vous sortent des fraises au mois de février et mars, quoi. Avec un bilan climatique et écologique qui est catastrophique. Bah, je vais me jeter d'un pont, je reviens alors. Non, je pense que le magasin dans lequel j'ai acheté ces fraises ne fait pas de serre chauffée, à mon avis, mais bon. Voilà, en tout cas, effectivement, les cerisiers sont en fleurs au mois de février, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui fait un choc. Et ben alors, on a vu on est content de voir, mais c'est un sentiment très paradoxal. On est à la fois très content de voir des fleurs, et en même temps, on se dit, mon Dieu, mais c'est un signe dramatique. Bah, clairement. Mais ça veut dire aussi que c'est pas seulement se dire les cerisiers sont en fleurs au mois de février, c'est surtout que on a les risques de gel sont toujours présents. Eh oui. Sauf que la nature ne comprend pas pourquoi il fait chaud plus tôt. Du coup, elle se réveille plus tôt. Moi, je le vois sur mes vignes, on a quasiment 20 jours d'avance comparé à l'année dernière sur le débourrement. Ça, c'est important de le dire aux gens. C'est-à-dire le problème qu'on rencontre depuis quelques années avec les vignes qui gèlent, c'est pas tellement qu'il fasse froid au mois d'avril ou mai. Ça, c'est habituel. Les seins de glace sont bien connus pour ça. Le problème, c'est que les vignes bourgeonnent trop tôt. C'est-à-dire qu'elles poussent le bourgeon en février, c'est trop tôt, ça gèle et elles ne rebourgeonnent pas derrière. C'est ça, hein? Alors en fait, c'est le premier bourgeon qui sort dans l'année qui est fructifère, qui peut faire une fleur qui va donner des fruits. Le problème, c'est que le bourgeon commence à pousser, là on est fin mars. S'il gèle dans 2-3 semaines, il sera peut-être encore protégé, mais s'il gèle dans 1 mois, il sera ouvert. Et bien, on perd la production de l'année et il y a des répercussions sur les productions des années suivantes. C'est ça le problème. Entendu. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Je crois que j'ai... Je dirais 10 minutes. 5 minutes. Super, 5-10 minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le public? Est-ce qu'il faut instruire notre public sur d'autres sujets qu'on n'aurait pas évoqués, Rémi? Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez envie de faire passer, des messages importants aux consommateurs? Ça, vous l'avez dit, hein. Ils ont un pouvoir d'action, ils ont un levier clair. C'est la base, ouais. Ça, c'est la base pour vous, quoi. Vraiment, ouais. Et alors, c'est une année comment, cette année qu'on est en train de vivre là, cette fin d'hiver, pour vous, agriculteurs céréaliers? J'allais dire, c'est une année compliquée, mais comme toutes, ou comme on entend dire, c'est encore une drôle d'année. Disons qu'il faut être extrêmement réactif et saisir les fenêtres climatiques qui nous permettent de faire nos semis. Qui sont de plus en plus étroites, qui deviennent des hublots climatiques. Voilà, donc il ne faut pas dire il est 18h, j'arrête, et il ne faut pas dire c'est dimanche, j'y vais pas, quoi. Ça implique de bosser encore plus. De s'adapter tout le temps, quoi. De s'adapter tout le temps, quoi. Ouais. Et évidemment, c'est une année aussi où la paysannerie se porte pas très bien, on l'a vu, hein, il y a eu plein de mouvements de protestation qui sont sans doute aussi liés à ces phénomènes-là, non? Oui, il y a ça, et puis il y a l'environnement géopolitique qui pèse énormément. La guerre en Ukraine, notamment. Sur les prix de vente de
Il y a de la Dans nos rareté, donc il y a de productions, la cherté, on peut dire, pour résumer. Bah là, c'est plutôt l'inverse, là. Ouais. Clairement, il y a eu l'entrée en guerre de l'Ukraine qui a provoqué une flambée des prix des céréales sur le marché mondial. Mais assez rapidement, les opérateurs se sont rendus compte que finalement, l'Ukraine, on parle de grenier à blé, mais c'est 10% de la production mondiale. C'est pas non plus Ouais. énorme. Ouais, C'est l'équivalent de la production française, hein, pas plus. ok. Voilà, Effectivement, faut le quand on savoir. entend dans les médias, on peut imaginer Et que c'est donc, plus. finalement, l'Ukraine a réussi à se remettre à exporter, c'est rentré dans l'ordre, et les prix sont redevenus, pour ce qui est de l'agriculture conventionnelle, à un niveau inférieur à ce qu'ils étaient avant la guerre en Ukraine. Ah ouais. Par contre, les coûts de production ont explosé, et eux ne sont pas redescendus, quoi. Ouais. Oui, tout à fait. Donc, notre La coopérative... question est donc, a- est-ce que vous bossez des blés anciens, est-ce que vous faites de la farine spécifique aussi? Je dis pour le public qui est au fond. Notre coopérative possède un moulin. Donc nous nous produisons 2000 tonnes de farine à l'année avec toute une gamme, donc, et notamment les farines de blé ancien que vous pouvez trouver dans le réseau Biocop. Hein, puisque nous fournissons toutes les farines sous marque Biocop. Si vous regardez sur le côté du paquet, c'est marqué fabriqué par Biocer. Et Biocer, c'est notre coopérative. Ouais, c'est intéressant à dire ça. Donc les débouchés pour acheter vos produits, c'est les Biocop? Essentiellement les Essentiellement les Biocop. Biocop? Ouais. Voilà. Super. Donc, on fournit Biocop avec toute une gamme de farines. On a une vingtaine de références. Et puis tout ce qui est lentilles, lin, sarrasin décortiqué, ce genre de choses. Voilà. Bon, est-ce que vous auriez d'autres questions? Ouais? Je vais reformuler la question. Est-ce que vous avez l'impression de prêcher dans le désert, dans le sens où les agricultures, il y a beaucoup de partie des agriculteurs ne remettent pas en cause les pratiques d'agriculture intensive. À votre avis, combien de temps ça va prendre de les convaincre, si tant est que vous y arriviez? Je crois que c'est ça la question. Plusieurs siècles. Clairement, le problème du monde agricole, c'est que c'est un monde qui est gouverné par la génération du dessus, voire celle d'encore avant. Ce sont donc la génération du dessus qui a vécu les 30 Glorieuses, avec l'avènement des pesticides et tout ce qui en a découlé. Moi, je peux prendre l'exemple de mon père, tout simplement, qui, dans le courant de sa carrière, a vu les rendements en céréales exploser, littéralement, multipliés par 2, quoi. Donc, pour tous ces gens-là, le retour à l'agriculture biologique et leur montrer qu'on peut améliorer les sols, que les inondations dans le Nord-Pas-de-Calais ne se limitent pas au curage des fossés, mais qu'avant tout, il faut essayer de faire rester l'eau sur les parcelles, ça prend énormément de temps. C'est aussi une affaire générationnelle. C'est une affaire générationnelle, vraiment. De compréhension de ce qu'est la terre. Il faut que l'agriculture. la génération qui est en place actuellement arrive à s'émanciper intellectuellement. C'est très compliqué. Et voilà. Après, on est quand même une poignée à vouloir se battre. On a failli perdre notre coopérative à l'automne. Elle a failli être mangée par un groupe agro-industriel. Nous, on est 260 adhérents à croire en ce qu'on fait, à se battre pour ça. On a failli être mangé par un groupe agro-industriel qui compte 7000 agriculteurs conventionnels. On savait très bien que si on laissait faire ça, on était cuit. Et c'est que quelque part, on ne veut pas nous laisser nous exprimer, tout simplement. Il y a un vrai rapport de force. Un vrai rapport de force à entretenir et qui est parfois difficile, j'imagine. Clairement, mais bon, clairement, le rapport de force est plus que déséquilibré, quoi. Et je pense qu'au-delà de l'aspect générationnel, il y a aussi un aspect économique. Et comme tu le disais, c'est si les débouchés sont là, on peut tous changer nos façons de faire.
Mais pour ça, il faut que les consommateurs ils veuillent de nos produits Qui suivent. et qu'ils soient prêts à en payer le prix, puisque la simplicité d'un agriculteur qui ne veut pas s'embêter et qui veut rester dans le système qu'on connaît, il se dit moi je mets tout ça sur ma parcelle, je produis ça, je gagne ça, c'est bon. C'est sûr que si on ne met pas des produits chimiques, on doit aller dans les champs à la main par exemple, du coup c'est plus de main d'œuvre, ça nous coûte plus cher. Et du coup, si le consommateur derrière achète notre produit au réel coût, au coût de revient ou même un petit peu au-dessus, quand même, il faut qu'on gagne de l'argent, là, ça peut fonctionner. On peut peut-être inviter ces personnes qui pensent que le glyphosate n'est pas mauvais pour la santé à boire un verre tous les matins. Et on voit ce que ça fait. Probablement. Voilà, c'est peut-être une bonne idée. Bon. Ouais, bien sûr que non, c'était ironique. Hein. Ne buvez pas de glyphosate. Moi, mon grand-père laissez ça aux professionnels. Mon grand-père qui a utilisé des produits phyto toute sa vie, aujourd'hui, il a une maladie. On pense tous, et le médecin le dit, que ça vient des produits phytosanitaires. Bon, écoutez, effectivement, on va conclure sur ces paroles un peu désespérantes, mais on y croit quand même. On est là pour manger bio, les lentilles de la Biocoop, le vin du Nord. L'année prochaine, vous venez tous les deux, on fait une potée de lentilles avec du vin du Nord. Impeccable. Ok, on prend rendez-vous. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Merci. Rémi et Antoine. Et force à vous. On se retrouve dans un quart d'heure pour une masterclass haute couture. On peut les applaudir très fort. Et force à eux. Merci. Merci pour votre attention.